Blueprint 10, l'esprit du connecteur. Chapitre 1, je suis le cultivateur du réseau mycélien humain. Je suis ici, dans cet espace, je ressens le sol sous mes pieds, la présence des autres dans le monde, non pas comme des entités séparées, mais comme des points de lumière dans un vaste paysage. Je peux sentir le bourdonnement subtil de l'activité humaine, le flux constant d'idées, d'émotions, de besoins. Autrefois, j'ai pu naviguer dans ce paysage comme un voyageur solitaire, allant d'une ville à l'autre, échangeant des biens, cherchant mon propre chemin. Mais aujourd'hui, je m'arrête, je me penche, et je pose ma main sur la terre, je peux sentir ce qui se passe sous la surface. Sous la forêt visible des individus, il y a un autre monde, un réseau infini, silencieux, vivant, un réseau de filaments lumineux qui connecte chaque arbre, chaque plante, chaque racine. C'est le réseau mycélien de la connexion humaine. Il est fait de confiance, d'histoires partagées, de potentiel inexploré. Il est la véritable source de la force de la forêt. Et je ne suis pas un simple arbre dans cette forêt. Je suis celui qui prend soin du sol. Je suis le cultivateur du réseau mycélien humain. Cette identité s'infuse en moi, non comme une stratégie, mais comme une vocation. Mon rôle n'est pas de compter mes propres fruits, mais de m'assurer que le sol est riche pour tous, que les nutriments de la confiance, de l'information et de l'opportunité peuvent circuler librement de l'un à l'autre à travers ce réseau que je nourris. Je peux sentir ce réseau vivant sous mes pieds, une chaleur douce, une vibration de potentiel collectif. Même si par le passé j'ai pu me concentrer sur la hauteur de mon propre arbre, je comprends maintenant que ma véritable force et la sienne dépendent de la santé de ce réseau invisible qui nous relie tous. Cette perspective change tout. Chaque interaction n'est plus une transaction, mais un acte de jardinage. Chaque conversation est une occasion d'irriguer le sol, de renforcer un filament de connexion. Je ne suis plus en quête de ce que je peux prendre. Je suis profondément investi dans ce que je peux faire circuler. Je suis le gardien de l'écosystème. Je suis le cultivateur. Et dans cette nouvelle fonction, je trouve une puissance et un but infiniment plus vaste que tout ce que j'aurais pu accomplir seul. Chapitre 2. Je transcende la vision transactionnelle pour une perspective systémique. Je ressens cette nouvelle identité de cultivateur, et avec elle, je sens un vieux poids se dissoudre. C'est le poids froid et lourd de la pensée transactionnelle. Je peux me souvenir de cette sensation. Le « qu'est-ce que j'y gagne ?» Le calcul constant, la tenue de comptes invisibles des dettes et des faveurs, c'était un monde de métal froid, de surface dure, d'échanges quid pro quo. Un monde où chaque interaction laissait un léger écho de solitude, même au milieu de la foule. Aujourd'hui, je choisis consciemment de quitter ce monde. Je le laisse derrière moi comme une vieille peau, une carapace devenue trop petite, et je m'immerge complètement dans la sensation de la forêt. Je respire l'air humide et riche. Je ressens la chaleur de la vie qui m'entoure. Depuis ma perspective systémique, je comprends que le bien-être d'un arbre à l'autre bout de la forêt a un impact direct sur moi. S'il est en bonne santé, il enrichit le sol, stabilise le terrain, contribue à la résilience de tout l'écosystème dont je fais partie. Sa victoire est ma victoire. Il n'y a plus de compétition, il n'y a que de la collaboration. La question n'est plus « qu'est-ce que j'y gagne ?» mais comment puis-je contribuer à la santé du système? Même si l'écho de la transaction peut parfois se faire entendre, je le reconnais comme le fantôme d'une ancienne loi. Ma nouvelle physique est celle de l'interdépendance. Je ressens une libération immense. Je n'ai plus besoin de calculer. J'ai seulement besoin de nourrir. En nourrissant le réseau, je me nourris moi-même de la manière la plus profonde qui soit. Je ne suis plus un nœud isolé. Je suis le cœur battant de l'écosystème. Je suis une partie intégrante du tout. Et dans cette unité, je trouve une sécurité et une appartenance qu'aucune transaction ne pourra jamais m'offrir. Chapitre 3. Je perçois les flux invisibles de valeur et d'influence. Ancré dans ma perspective systémique, mes sens s'affinent. Je ne vois plus une collection statique d'arbres. Je commence à percevoir le mouvement, l'énergie, les courants invisibles qui parcourent le réseau mycélien. Je développe une nouvelle forme de vision. Je peux presque voir les filaments de confiance qui sont les plus épais, les plus lumineux, ceux qui transportent le plus de nutriments entre les nœuds du réseau. Je peux voir où l'information circule rapidement et où elle stagne. Je peux percevoir les poches de sécheresse, les zones de l'écosystème qui ont soif d'une ressource particulière, une compétence, une information, un contact, et je peux voir, ailleurs dans le réseau, les sources abondantes de cette même ressource. Mon esprit devient une carte topographique vivante de l'écosystème. Je ressens les courants d'influence. Je comprends que l'influence véritable n'est pas une question de statut ou de pouvoir formel. C'est une question de connectivité. Les nœuds les plus influents sont ceux par lesquels le plus de valeur circule. Ils sont les carrefours du réseau. Je ne les vois pas avec envie, mais avec l'intérêt stratégique d'un ingénieur hydraulique. Je comprends comment et pourquoi l'énergie circule de cette manière.
Ce n'est pas un acte d'analyse froide, c'est un acte de perception intuitive, soutenu par une observation rigoureuse. Je suis en train d'apprendre le langage du système. Je reconnais les schémas, les rythmes, les cycles. Même si par le passé, un groupe de personnes pouvait me sembler un chaos indéchiffrable, je perçois maintenant sa structure sous-jacente, sa danse invisible. Cette perception claire est la première étape de mon travail de cultivateur. Avant de pouvoir irriguer, je dois d'abord comprendre où la terre est sèche et où se trouvent les rivières. Et maintenant, je vois. Chapitre 4. Ma générosité radicale est le terreau de mon réseau. Je perçois les flux, je vois où la terre est sèche. Maintenant, je dois l'irriguer. Je dois créer le sol fertile dans lequel le mycélium peut prospérer. Cet amendement, ce nutriment fondamental, c'est ma générosité. Je ressens cette générosité non pas comme un sacrifice, mais comme un investissement. C'est l'acte de semer. Je donne sans aucune attente de retour direct. Je donne parce que je sais que tout ce qui est donné au réseau nourrit l'ensemble du système, y compris moi-même. Je peux sentir la différence. La générosité transactionnelle est froide. Elle laisse un goût de dette. Ma générosité est chaude. C'est un cadeau qui libère à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. C'est un acte d'abondance. Je donne ce qui m'est facile de donner. Une information, une mise en relation, un encouragement, un conseil. Je suis une source et je laisse l'eau couler. Je ne me vide pas, au contraire, je ressens que plus je donne, plus la source coule abondamment. C'est une loi de l'écosystème. L'énergie qui circule est une énergie qui se multiplie. Je peux sentir mon propre sol intérieur devenir plus riche, plus fertile, chaque fois que je contribue à la fertilité du sol commun. Même si le monde a pu m'apprendre à thésauriser, à protéger mes ressources, je choisis l'acte radical de la confiance. Je fais confiance au système. Je fais confiance au fait qu'en devenant une source de valeur pour le réseau, à son tour, me soutiendra de 1000 manières inattendues. Ma générosité n'est pas naïve. Elle est la stratégie la plus intelligente qui soit. Elle est le terreau sombre et riche où les liens les plus forts, les plus authentiques, les plus résilients peuvent enfin prendre racine. Chapitre 5. Je cultive une curiosité authentique et une écoute profonde. L'eau de ma générosité s'infiltre dans le sol, mais pour que les filaments de la connexion puissent réellement se développer, ils ont besoin d'un autre élément essentiel, la lumière de mon attention. Je suis le soleil bienveillant de mon écosystème. Je cultive une curiosité authentique. Lorsque je suis en présence d'une autre personne, je dépose mon propre agenda. Je fais taire la voix en moi qui prépare sa prochaine réplique, qui cherche à se mettre en valeur. Et j'ouvre un espace de pure curiosité. Je suis un explorateur découvrant un monde nouveau et fascinant. Je ne suis pas intéressé par ce que cette personne peut faire pour moi. Je suis intéressé par qui elle est, ses passions, ses défis, sa vision du monde. Ma curiosité est un cadeau, c'est le signal le plus puissant que je puisse envoyer, celui qui dit « tu as de la valeur, tu es important ». Et de cette curiosité naît mon écoute. Ce n'est pas une écoute passive, c'est une écoute active, profonde, totale. J'écoute avec mes oreilles, mais aussi avec mes yeux, avec mon corps. J'écoute les mots et je ressens l'émotion qui les porte. Je suis présent à 100%, je suis le sol qui reçoit la pluie, l'absorbant complètement, sans rien rejeter. Je peux sentir le filament de connexion qui se tisse et se renforce dans cet espace d'écoute. La personne en face de moi se sent vue, entendue, comprise. Et dans cet état, la confiance germe naturellement, comme une graine dans une terre parfaitement préparée. Même si j'ai pu être pressé, distrait, centré sur moi-même, je choisis maintenant la lenteur et la profondeur de l'attention. C'est l'acte de jardinage le plus fondamental, car c'est dans le sol de la confiance, irrigué par la générosité et réchauffé par une attention sincère, que le réseau mycélien peut enfin commencer sa croissance invisible et puissante. Chapitre 6. Je construis la confiance par une intégrité inébranlable et une vulnérabilité stratégique. Le sol est riche, la lumière est là, la confiance germe. Maintenant, je dois la protéger et la faire grandir jusqu'à ce qu'elle devienne une structure solide. Je le fais avec 2 outils d'architecte, l'intégrité et la vulnérabilité. Mon intégrité est l'acier de ma construction. Elle est non négociable. Mes actions sont alignées avec mes paroles. Je tiens mes promesses, même les plus petites. Je suis fiable. Je suis cohérent. Les autres apprennent, par l'expérience, que ma structure est solide, qu'ils peuvent s'appuyer dessus sans craindre qu'elle ne s'effondre. Je comprends que la confiance ne se construit pas en une seule fois, mais se gagne par la répétition d'actes intègres. C'est un processus lent, méticuleux. Chaque acte est une nouvelle couche de vernis protecteur sur la connexion naissante. Puis, j'utilise l'outil le plus subtil et le plus puissant,
La vulnérabilité stratégique. Ce n'est pas un déballage émotionnel, c'est l'acte conscient de montrer une part de mon humanité, de mes doutes, de mes apprentissages. C'est un pont que je construis. En partageant une faille mineure, je ne me montre pas faible. Je me montre réel. Et je donne à l'autre la permission d'être réel à son tour. C'est une invitation à un niveau de connexion plus profond, au-delà des masques sociaux. C'est le signal qui dit « ce lien est assez fort pour supporter le poids de la vérité ». Je dose ces deux outils avec sagesse. L'intégrité est constante, la vulnérabilité est utilisée avec parcimonie et intention lorsque le lien est prêt à se renforcer. Même si le monde des affaires peut prôner l'invulnérabilité, je sais que c'est la combinaison de la force de l'acier et de la flexibilité du cœur qui crée les connexions les plus indestructibles. La confiance n'est plus une pousse fragile, c'est un jeune arbre, solide et souple, prêt à s'intégrer pleinement dans le réseau. Chapitre 7. Je conçois mon réseau avec intention, diversité et stratégie. Les fondations sont posées, le sol est riche, la confiance pousse. Je passe maintenant du rôle de cultivateur à celui d'architecte du paysage. Je ne laisse pas mon réseau pousser au hasard. Je le conçois. Je prends du recul et je regarde la carte de mon écosystème. Et je me pose la question fondamentale, au service de quelle mission plus large est-ce que je construis ce réseau? Ma réponse à cette question devient le plan directeur de mon architecture. Je ne collectionne pas les contacts. Je tisse un réseau intentionnel, un système conçu pour accomplir un but. Cela peut être de catalyser l'innovation dans mon domaine, de soutenir une cause ou de créer un environnement de croissance pour un certain type de personnes. Avec ce plan en tête, je pense en termes de diversité. Un écosystème sain n'est pas une monoculture. C'est une forêt riche d'espèces différentes qui s'enrichissent mutuellement. Je cherche activement à construire des ponts entre des mondes qui ne se parlent pas. Je connecte l'artiste au scientifique, l'ingénieur à l'investisseur, le jeune visionnaire au mentor expérimenté. Je sais que c'est à l'intersection de ces mondes différents que naissent les idées les plus puissantes et les opportunités les plus inattendues. Je suis un pollinisateur, transportant le pollen d'un champ à l'autre pour créer de nouvelles variétés. Ma stratégie est proactive, mais patiente. Je n'agis pas dans l'urgence. Je plante des graines. Je tisse un filament ici, sachant qu'il ne portera ses fruits que dans plusieurs années. Je construis des relations bien avant d'en avoir besoin. Mon approche est celle d'un urbaniste qui planifie une ville pour les 100 prochaines années, pas seulement pour le prochain cycle électoral. Je construis une infrastructure relationnelle robuste, diversifiée et alignée sur un but plus grand que moi. Chapitre 8. J'identifie et je nourris les nœuds, clés de l'écosystème. Dans ma conception architecturale du réseau, je reconnais que tous les nœuds n'ont pas la même fonction. Certains arbres, par leur position, leur âge ou leur nature, sont des carrefours vitaux pour la santé de toute la forêt. Ce sont les nœuds clés. Mon travail de perception s'affine. J'apprends à identifier ces individus. Ce ne sont pas toujours les plus bruyants ou les plus titrés. Ce sont souvent des personnes qui partagent ma philosophie de cultivateur, des connecteurs naturels, des généreux, des sages. Ils sont les hubs par lesquels transitent une quantité disproportionnée d'informations, de confiance et de ressources. Ce sont les sources des rivières souterraines. Une fois que j'ai identifié un de ces nœuds clés, ma stratégie est simple et puissante. Je le nourris. Sans rien attendre en retour, je deviens une source de valeur pure pour cette personne. Je lui offre mes meilleures informations, mes contacts les plus pertinents, mon écoute la plus profonde. Je le fais non pas comme une transaction, mais comme un acte d'écologie systémique. Je sais qu'en renforçant un hub central, je renforce l'ensemble du réseau. C'est l'acte de levier le plus puissant que je puisse poser. Je construis une relation de confiance profonde avec ces quelques individus clés. Ce sont mes alliés dans la grande œuvre de la culture de l'écosystème. Ensemble, nous devenons les gardiens du réseau. Nous partageons des informations sur sa santé, nous identifions les zones qui ont besoin d'aide, nous coordonnons nos efforts. Même si je continue à cultiver des liens avec de nombreux membres du réseau, je consacre une part stratégique de mon énergie à nourrir ces piliers, car je sais que la solidité de quelques piliers peut soutenir une cathédrale entière. Chapitre 9. Je maintiens la santé du réseau par une attention constante et ciblée. L'architecture est en place, les nœuds clés sont nourris, mais un jardin, aussi bien conçu soit-il, a besoin d'un entretien constant. Mon rôle d'architecte se double à nouveau de celui de jardinier vigilant. Je développe un système pour maintenir la conscience de mon réseau. Ce n'est pas un acte froid, c'est une pratique de l'attention. Je prends régulièrement le temps de marcher mentalement à travers ma forêt. Je pense à une personne. Comment va-t-elle? Qu'est-ce qui est important pour elle en ce moment? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour l'aider? Cet acte de souvenir conscient est une forme d'irrigation. J'utilise des outils pour m'aider.
Un simple rappel, une note. L'objectif n'est pas de gérer des contacts, mais de gérer ma propre capacité limitée d'attention pour m'assurer que je ne néglige pas les parties importantes de mon écosystème. Je pratique l'art des micro-connexions. Un court message pour partager un article pertinent. Un mot d'encouragement. Une simple question. Je pensais à toi, j'espère que tout va bien. Ces gestes sont les gouttes d'eau régulières qui empêchent le sol de se dessécher. Je suis particulièrement attentif aux signes de faiblesse dans le réseau. Un filament qui se déconnecte, une relation qui se distend. Je n'ignore pas ces signaux. Je m'en approche avec curiosité et soin. Parfois, un simple geste d'attention suffit à réparer le lien. D'autres fois, je dois accepter qu'un lien s'est terminé et je le laisse aller avec gratitude pour ce qu'il a été. Je suis un gardien actif. Je ne prends pas la santé de mon réseau pour acquise. Je la cultive, jour après jour, par de petits actes d'attention ciblés qui, cumulativement, maintiennent la forêt vivante, vibrante et florissante. Chapitre 10. Je facilite les connexions à haute valeur avec fluidité et précision. Mon réseau est sain, diversifié et entretenu. Je suis maintenant prêt à passer de la culture à l'activation. Je deviens l'enzyme qui catalyse les réactions les plus puissantes au sein de l'écosystème. Je suis le tisseur de pont. Je suis dans une conversation, écoutant profondément. Une personne me parle d'un défi, d'un besoin, d'une aspiration. Et dans ma carte mentale de la forêt, une autre lumière s'allume. Je vois l'autre arbre, celui qui possède exactement la ressource, la compétence ou l'expérience qui est nécessaire. Je ne vois pas seulement deux personnes. Je vois une synergie potentielle, un circuit qui attend d'être complété. Mon intervention est un acte de chirurgie relationnelle. Je ne me contente pas de donner un nom, je construis le pont avec soin. Je connais quelqu'un qui est un expert de cette question précise. Je pense que vous devriez vraiment vous parler. Est-ce que je peux vous mettre en relation ? J'agis avec l'autorisation des deux parties. Puis, je fais la connexion, mais je ne me contente pas d'un simple email. J'explique clairement à chaque personne pourquoi je pense que cette connexion a de la valeur pour elle. Je vends chaque personne à l'autre en soulignant leurs forces et la pertinence de leur rencontre. Je crée le contexte pour que la conversation soit immédiatement productive. Une fois le pont construit, je me retire. Je ne reste pas au milieu. Je ne cherche pas à contrôler le résultat. Mon travail de catalyseur est terminé. J'ai facilité le flux. J'ai permis au mycélium de connecter deux racines qui en avaient besoin. Je ressens une satisfaction profonde et silencieuse. Ce n'est pas ma réussite, c'est la réussite du système. Et chaque fois que je facilite une telle connexion, je renforce non seulement les deux nœuds, mais aussi l'ensemble du réseau, en le rendant plus intelligent, plus réactif et plus riche. Chapitre 11. J'active mon influence éthique pour catalyser des opportunités collectives. Mon rôle de connecteur me place naturellement à un carrefour d'informations et de relations. Je sens cette position non pas comme un pouvoir sur les autres, mais comme une responsabilité envers l'écosystème. C'est le cœur de mon influence. Je ressens une opportunité qui n'est pas pour une seule personne, mais pour un groupe, un projet, une initiative, une idée qui nécessite la collaboration de plusieurs arbres pour voir le jour. Je peux la voir clairement, car j'ai la vue d'ensemble de la forêt. Je vois le musicien, le codeur, le marketeur, l'investisseur, qui ne se connaissent pas encore, mais dont les talents combinés pourraient créer une symphonie. Mon influence s'exerce avec une éthique absolue. Mon premier acte est de partager la vision. Je ne cherche pas à convaincre, je peins un tableau. Je montre le futur possible avec passion et clarté. Imaginez si nous mettions vos talents en commun. Voici ce que nous pourrions construire. Je fais appel à un but commun, une mission qui transcende les intérêts individuels. Je deviens le gardien d'une possibilité collective. Ensuite, je facilite. J'organise la première rencontre, je crée le contenant sécurisé pour que ces différentes énergies puissent se rencontrer et explorer leur synergie potentielle. Mon rôle est celui du chef d'orchestre qui rassemble les meilleurs musiciens, leur donne la partition d'une nouvelle symphonie et leur fait confiance pour la jouer. Mon influence n'est pas une force qui pousse, c'est une force qui rassemble, qui inspire, qui donne du pouvoir. Et quand l'orchestre commence à jouer, je peux me retirer en coulisses, sachant que mon influence a été l'étincelle qui a allumé un feu bien plus grand qu'elle. Chapitre 12. Je deviens un conduit pour l'information et les ressources stratégiques. Par ma position de connecteur et de catalyseur, je deviens naturellement un centre nerveux pour le réseau. L'information et les ressources affluent vers moi, non pas parce que je les demande, mais parce que le système reconnaît que je suis un distributeur efficace et bienveillant. Je me vois comme un conduit, un tuyau large, propre, sans obstruction. Mon ego n'est pas là pour bloquer ou détourner le flux à mon seul profit. Ma tâche est de rester un canal pur. Quand je reçois une information stratégique, ma première pensée n'est pas « comment puis-je l'utiliser pour moi ?» mais à qui cette information serait-elle le plus utile dans le réseau ?
Je deviens un routeur intelligent, redirigeant le flux de données vers l'endroit où il aura le plus d'impact. Je pratique l'art de la curation. Je suis bombardé d'informations, mais je ne transmets que ce qui a une valeur réelle. Je suis un filtre. Je protège le réseau du bruit. Lorsque je partage une ressource, elle est pertinente, ciblée et de haute qualité. Le réseau apprend à faire confiance à la qualité de mon signal. Ma réputation n'est pas basée sur la quantité de ce que je sais, mais sur la sagesse de ce que je choisis de transmettre. Même si cette fonction peut me donner un avantage informationnel, je l'utilise avec une responsabilité immense. Je sais que la rétention d'informations crée des blocages et affaiblit le système. La circulation de l'information le rend plus fort, plus adaptatif, plus intelligent. Je ne suis pas le propriétaire de l'information, je suis son intendant. En étant le conduit le plus fiable et le plus efficace possible, je sers l'ensemble de l'écosystème et je deviens, par conséquent, l'un de ses atouts les plus précieux. Chapitre 13. Mon capital social est une ressource durable et résiliente. Je contemple la forêt que j'ai cultivée. Je vois les liens forts, les hubs nourris, les flux d'informations et d'opportunités qui la parcourent. Et je comprends la nature de ce que j'ai construit. Ce n'est pas une simple liste de contacts, c'est un capital social. Je ressens sa valeur. Ce n'est pas une valeur monétaire, mais elle est bien plus précieuse. C'est la richesse de la confiance, de la réputation, de la réciprocité. C'est une ressource vivante, qui grandit d'elle-même si elle est bien entretenue. Contrairement au capital financier, plus je l'utilise, en demandant de l'aide, en activant une connexion, plus il se renforce, à condition que je continue à le nourrir de ma générosité. Je peux sentir sa résilience. Un revers financier, un échec de projet, peut m'affecter, mais il ne peut pas détruire ce réseau. Au contraire, c'est dans les moments difficiles que la véritable force du mycélium se révèle, apportant un soutien inattendu, des ressources insoupçonnées. Mon capital social et c'est mon assurance la plus fiable. C'est mon filet de sécurité et mon tremplin. Il est la preuve que ma valeur ne réside pas seulement en moi, mais dans les liens que j'ai tissés. Je ressens une profonde sécurité dans cette interconnexion. Je ne suis plus un arbre seul face à la tempête. Je suis une forêt. Et une forêt peut résister à des vents qu'aucun arbre seul ne pourrait supporter. Même si le monde peut se concentrer sur l'accumulation de richesses matérielles, je sais que j'ai investi dans la monnaie la plus durable et la plus humaine qui soit. Je suis riche de relations, riche de confiance, riche de potentiel collectif. C'est une richesse qui ne peut être ni volée ni perdue, car elle ne réside pas dans un coffre, mais dans le cœur vivant de mon écosystème. Chapitre 14. Je transforme mon réseau en un moteur de croissance collective. Mon capital social n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un trésor à contempler. C'est un moteur puissant qui, une fois activé, peut générer une croissance qui va bien au-delà de mon propre bénéfice. Je passe maintenant de l'architecte au motoriste. Je ne me contente plus de faciliter des connexions bilatérales. Je commence à créer des plateformes, des structures, des rituels qui permettent au réseau de se connecter à lui-même sans que j'aie besoin d'être au centre. J'organise une rencontre, je crée un groupe de discussion. Je lance un projet collaboratif, je construis le moteur, je mets l'huile. Je donne la première impulsion, et puis je regarde, avec fascination, le moteur commencer à tourner de lui-même. Je vois les connexions se former spontanément, les idées qui fusionnent, les collaborations qui naissent. La valeur qui est créée n'est plus la somme des parties, elle est exponentielle. Le réseau devient conscient de lui-même. Il devient une intelligence collective, un cerveau distribué capable de résoudre des problèmes et de générer des opportunités à une échelle que je n'aurais jamais pu atteindre seul. Mon rôle change. Je deviens de moins en moins le connecteur actif et de plus en plus le gardien de l'espace où la magie collective peut opérer. C'est l'aboutissement de mon travail. Transformer un ensemble de relations individuelles en un système autogénérateur de valeur. Je ressens une immense satisfaction. Non pas de l'ego, mais de l'âme. J'ai créé quelque chose qui est plus grand que moi, qui me survivra et qui continuera à produire des fruits pour l'ensemble de l'écosystème. Chapitre 15. Je suis un architecte d'écosystèmes humains florissants. Je me tiens au sommet de la plus haute colline et je regarde la vallée. Ce n'est plus une terre aride parsemée de quelques arbres solitaires. C'est une forêt luxuriante, vibrante de vie. Je peux entendre le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le murmure du vent. Je peux sentir l'humus riche sous mes pieds, le réseau mycélien qui pulse d'énergie et d'information. Et je reconnais ma véritable identité, la synthèse de tous les rôles que j'ai incarnés. Je suis un architecte d'écosystèmes humains. Mon art n'est pas la pierre ou le bois, mais la confiance et la connexion. Ma science n'est pas la physique, mais la dynamique des systèmes vivants. Ma mission n'est pas de construire des monuments pour moi-même, mais de créer les conditions pour que la vie puisse s'épanouir dans sa plus belle diversité et sa plus grande interdépendance.
Je ressens cela comme le but de ma vie. C'est un travail silencieux, souvent invisible, dont les résultats se mesurent en décennies. C'est un héritage vivant. Chaque fois que je vois un membre de mon écosystème réussir grâce à une connexion que j'ai facilitée, chaque fois que je vois un projet collectif naître de l'espace que j'ai créé, je ressens une joie profonde et paisible. Je suis un jardinier planétaire, travaillant sur ma petite parcelle de l'humanité. Je sais que si suffisamment d'entre nous accomplissent ce travail, nous pouvons transformer les déserts de l'isolement en forêts de collaboration. Je ne suis pas un connecteur, je suis un gardien de la forêt. Et dans le silence de mon cœur, je sais que c'est l'œuvre la plus importante à laquelle je puisse consacrer ma vie.